Qui ne se rappelle pas de ce qu'il faisait le 16 août 2005? Aujourd'hui, on va parler d'un événement profondément traumatisant pour beaucoup de Martiniquais, celui du crash du 16 août 2005. Il y a donc plus de 20 ans, et donc près de 20 ans plus tard, les causes de cette catastrophe restent toujours encore mystérieuses. Comment les familles ont-elles pu se relever après un tel drame? Où en est-on au niveau de la justice? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Il s'agit de Rosemary Taupin-Pélican, Francine Félicité d'Argenton, Maître Constant Raphaël et surtout Grégory Télèf. Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître au Dieu et à la mort de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Mise à fait, votre émission préférée qui parle d'histoire, de faits de société ou encore de faits divers. Aujourd'hui, on va parler de faits qui a marqué profondément l'histoire de la Martinique, celui du crash d'un avion entre le Panama et le Venezuela le 7 août 2005 où périssèrent 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage. Nous avons la chance d'avoir avec nous effectivement des invités qui ont suivi cette affaire de près comme de loin et qui pourront nous apporter un éclairage. Et en tout premier lieu, nous avons la grande chance d'avoir avec nous Rosemary Taupin-Pélican. Bonsoir Madame Taupin-Pélican. Vous allez bien, ça va? Ça va. Alors vous êtes la présidente de l'association de l'AFCA, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que cela veut dire et qu'est-ce que fait cette association? Ah oui, l'AFCA, c'est l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela. C'est une association qui s'est créée au lendemain du crash parce que nous avions les intérêts des familles à défendre. Et depuis, nous n'arrêtons pas justement de veiller à ce que leurs intérêts soient respectés, à ce que la justice fasse son travail, parce qu'on a le sentiment que cette justice-là ne se soucie pas vraiment de la vérité en question. Donc, avec Maître Constant, nous travaillons à cela depuis bientôt 20 ans. Près de 20 ans. Et avant de rentrer justement sur le volet judiciaire avec Maître Constant, j'aurais aimé que vous puissiez... parce que moi, j'étais assez surpris de voir qu'il y a... En plus, c'est un peu normal, de voir des jeunes qui ont 20 ans, ou même beaucoup moins que ça, qui ne se rappellent pas de cette histoire-là. Est-ce que vous pourriez un peu resituer le contexte, expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, le 16 août 2005? Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu un micro-trottoir il y a à peu près 5 ans. Et beaucoup de personnes dans la rue ne savaient pas ce que signifiait cette date pour nous Martiniquais. Donc, je rappelle que ce 16 août au matin, très tôt le matin, un avion devait revenir du Panama avec 152 de nos compatriotes. Et depuis 7 heures, même peut-être avant, il y avait des gens, des Martiniquais qui attendaient l'arrivée de leurs proches. Et malheureusement, nous avons appris, mais nous l'avons appris par l'extérieur, puisque des personnes de France qui, à cette heure-là, écoutaient CNN, ont su, bien avant nous, qu'un avion était tombé avec des Martiniquais à bord, c'est-à-dire celui qui revenait du Panama, il était tombé au Venezuela, et nous avons compris que nos 152 proches ne reviendraient pas. Seulement, en Martinique, on n'a pas su nous le dire. Il a fallu qu'on attende midi pour qu'on révèle enfin la liste des personnes qui étaient mortes et qui ne reviendraient pas. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette façon d'apprendre la nouvelle aux gens. Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que ça vous a choqué justement qu'on ait écrit le nom des gens? Personnellement, ça ne m'a pas choqué parce que je sais comment ça s'est passé pour d'autres catastrophes. Pour le crash du Mont-Saint-Odile qui a eu lieu 14 ans avant, c'était pas mieux. Pour le crash de Congonhas qui a eu lieu 2 ans après, c'était pas mieux. On a mis un magnétophone par terre et puis un magnétophone qui disait les gens étaient baissés à écouter la liste des noms. Et pour le crash de Malaysia, on a envoyé des SMS aux gens. Donc, il n'y a pas de manière idéale d'apprendre un événement aussi traumatisant que celui-là. Bon, certains ont pensé qu'il aurait mieux valu afficher les noms sur le mur. Ça, on l'a fait après. Les gens qui veulent savoir, tout le monde veut savoir. Donc, tout le monde se précipite pour lire, pour voir s'il y a le nom du mien, etc. Bon,
c'est Maître Edmond Mariette qui a lu cette liste-là. Je ne lui en ai jamais voulu. J'ai même eu l'occasion, une fois, de le remercier. Parce que de cette façon-là, c'est vrai que c'était extrêmement douloureux, mais des gens, au-delà de nos frontières, ont su aussi ce qui s'était passé, ont su qu'elle était C'est vrai effectivement... que les images qui sont restées, c'est notamment cette liste qui est citée, Ouais. et c'est un peu injuste vis-à-vis de lui, puisque c'est lui qui a beaucoup pris, justement, qui a pris tout ça, parce Ah oui, qu'il a pris ses responsabilités, Il a pris dirons-nous, sur entre lui. guillemets, c'est et ça. au final, ça s'est un peu retourné contre lui. Ça vous a choqué aussi, vous, Madame Félicité d'Argenton, devant le Absolument. micro, parce qu'on va... Oui, absolument. J'ai été traumatisée, j'en suis encore, puisque mon père devait être en Chine. Il y avait 15 jours qu'on s'était rencontrés chez le médecin. Et il voyageait souvent pendant les vacances. Et il me dit, cette année, c'est la Chine. Alors, moi, mon père n'est pas parti au Venezuela, n'est pas parti au Panama. Donc, il était inconcevable pour moi d'admettre qu'il était tombé avec cet avion. Donc, du coup, vous avez perdu combien de membres de votre famille? Mon père, ma belle-mère et un cousin. D'accord. On sait combien, avant de passer à Maître Constant, on sait quelle est la commune qui a payé le plus lourd tribut lors du crash? Alors, c'est vrai que toute la Martinique était impactée, mais la commune qui a payé le plus lourd tribut, c'est la commune de Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu plus de 40 victimes et c'était horrible. C'était horrible. En plus, le soir des veillées, franchement, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule parce que c'était horrible. C'est toute la Martinique qui était en deuil C'est ça. ce soir d'août 2005. Maître Constant, merci d'être avec nous. Quelle est votre implication dans le dossier? Comment vous le suivez? Quel est votre rôle exact dans ce dossier? Alors, deux choses quand même avant. La première, puisqu'on a parlé de cette scène assez hallucinante où Edmond Mariette, qui est en même temps un confrère, un ami, mais qui à cette époque était député, a lu la liste. Il faut savoir que c'est plusieurs heures après et qu'on se retrouve avec une situation extrêmement complexe et détestable, à savoir qu'il y avait des dizaines, puis après des centaines de gens qui attendaient à l'aéroport et qui n'avaient aucune nouvelle. Et qui avait une difficulté, pourquoi? Parce que la DGAC, qui est normalement la responsable du suivi de cette affaire, était incapable de donner avec précision qui était dans l'avion. Parce qu'il y avait une liste de départ, une liste censée être à l'arrivée, et ça a pris des heures et des heures où, disons-le, personne, préfet, gendarmerie, transport aérien, personne ne voulait prendre cette responsabilité. Et donc, Edmond Mariette a pris celle-ci, terrible, parce que c'est une scène que je considère qui est terrible d'aller lire la liste de 152 personnes. Ça prend du temps de lire la liste de 152 personnes. Avec les cris aussi des familles. Voilà, c'est horrible. c'est terrible. Bon, ça, c'est la première chose, pour rappeler pourquoi Philippe Edmond Mariette a été obligé de faire ça. La deuxième chose, vous disiez qu'est-ce qu'on faisait. Je vais vous faire un aveu. Personnellement, je dormais quand la nouvelle est arrivée. Et j'ai été réveillé par mon fils de 13 ans qui me dit... Mon fils de 13 ans était en collège, en classe primaire, à Schellcher à cette époque. Et cette école faisait des échanges avec Fessenheim, le lieu de la naissance de Schellcher. Et il se fait qu'il me réveille en me disant « Ma famille d'accueil demande est-ce qu'on a de la famille dans l'avion ?» Et c'est par ces gens d'Alsace que j'ai appris qu'un avion était tombé. On n'avait même pas encore vraiment l'information en Martinique. Voilà. Bon, comment je suis impliqué? Je suis impliqué en tant qu'avocat, même si je pense que comme tout Martiniquais, j'ai été impacté. 152 morts dans un pays comme le nôtre de même pas 400 000 habitants. Il est évident que vous avez au moins une personne que vous connaissez qui a un membre de sa famille qui était dans l'avion. Et de manière... en termes de probabilité, c'est la réalité. Et il se fait que j'avais dans l'avion au moins 2 familles dont j'étais intervenu ou j'étais l'avocat à cette époque. Mais à cette époque, j'étais surtout en Afrique parce que j'étais avocat devant un tribunal pénal international pour le Rwanda. Il faut dire qu'on a eu une situation qui était assez compliquée parce qu'on a eu... Ma grand-mère avait une formule disant que la misère qui s'abattait sur le pauvre monde. On a eu toute une série, disons-le franchement, de confrères venant du monde entier qui se sont abattus sur la Martinique pour
proposer leur aide. Parce que qui dit crash, dit compagnie d'assurance, dit indemnisation. Il se fait d'ailleurs que le confrère avec qui je partageais des locaux a été, en fin de compte, le confrère qui était le représentant de la compagnie d'aviation qui était chargée de négocier. Moi, je ne suis jamais rentré dans le dossier sur le plan de l'indemnisation. Il y a eu plein de procédures aux États-Unis, en Martinique, en France, qui a duré plusieurs années, mais j'ai accepté de donner ma contribution sur l'aspect de la recherche de la vérité, donc la procédure pénale. Du coup, on en est où du coup de cette vérité? Oui. Que tout le monde, On ne l'a pas eu, mais il faut être clair, on ne l'a pas eu. Aujourd'hui, 19 ans après, on n'a toujours pas la vérité. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion. On a une théorie officielle qui, d'après moi, ne tient pas la route. Mais je veux retourner. Mais ce que je veux dire, c'est que l'AFCA, qui s'est constitué dans la douleur, a décidé de faire une espèce d'appel d'offres pour rechercher des avocats. Et j'ai été un des 3 avocats retenus au début. Et il se fait que, je ne vais pas citer de nom, que 19 ans après, je suis le seul à être resté. Alors, pourquoi je dis qu'on n'a pas eu la vérité? La thèse officielle qui nous est donnée est celle-ci. Il y a un avion qui démarre, mais il est en surpoids. Ça n'a pas été démontré. C'est possible, mais ça n'a pas été démontré. Et quand on demande de faire des recherches dessus, ça n'a pas été fait. Donc cet avion étant surpoids, ne va jamais atteindre, il y a un pilote, sa vitesse de croisière, qui devait être 33 000 pieds. Au maximum, il va arriver à 30 000. Ça, c'est la première raison qu'on nous explique. La deuxième qu'on nous explique, c'est de nous dire que les pilotes ont fait le choix d'une mauvaise route. C'est-à-dire qu'on aurait donné, mais ça encore on ne le sait pas parce qu'on n'a pas recherché et qu'on ne sait jusqu'à maintenant pas les documents. On leur a remis, comme à n'importe quel pilote, l'état de la météo. Et normalement, on leur remet des documents qui devaient être gardés en double par la compagnie d'aviation. On ne les a jamais eus. Et il semble que les pilotes auraient, apparemment de manière complètement folle, choisi la route où il y avait le plus de perturbations atmosphériques. Si bien que la deuxième raison qu'on nous donne, c'est que quand l'avion arrive dans cette zone, il y a tellement de perturbations que les pilotes ont décidé de mettre en place le dégivrage. Et donc, si au coup, dégivrage, baisse de la puissance du moteur, on va vers un décrochage. C'est ça l'explication officielle. Elle ne nous paraît pas satisfaisante. Je pense que Mme Pélican est quasiment plus à la longue, plus compétente que moi pour vous expliquer techniquement, mais ce qu'on nous dit là nous paraît extrêmement compliqué à admettre, compliqué à croire, sauf à penser que les pilotes avaient décidé de se suicider. Et pour vous donner 2 exemples, je ne veux pas être trop long, parce que ce dossier prendrait des heures à discuter. Il y a dans le dossier une expertise extraordinaire. Je ne savais pas que ça existait, je l'ai découvert à cette occasion. On peut, à partir de la voix de quelqu'un, déterminer la position de sa glotte dans sa gorge. Et déterminer si à ce moment-là, il est angoissé ou non. C'est-à-dire qu'on passe... C'est ça, et il y a un système qui permet de décomposer la voix et de vérifier cela. Or, on a fait cela à partir d'une déboîtement qui est les 30 minutes de dernier enregistrement. Et l'étonnement, c'est qu'apparemment les pilotes, sauf dans les 30 dernières secondes, ne sont pas angoissés. Or, on nous explique que depuis le début, ça allait mal. Que tout le vol, il y a un problème. Or, on a des pilotes qui ne sont pas angoissés. Ce qui a posé une difficulté qu'on n'a jamais répondu dessus, c'est que manifestement, l'avion n'avait pas d'annonce de pré-alerte au décrochage. Ce qui est aujourd'hui une obligation réglementaire, mais qui ne l'ensemble ne l'était pas avant. C'est-à-dire que quand il y a eu l'annonce du décrochage, c'était déjà décroché. Alors le décrochage d'un avion, ça signifie qu'à ce moment-là, sa puissance est tellement faible qu'il ne peut plus se porter. Donc il décroche, il tombe comme une roche. Et ces 152 personnes plus équipage sont tombées comme ça. Ils ne sont pas tombés comme ça, ils sont tombés comme une roche. Et je passe, mais quand on lit l'expertise qui a été faite médico-légale, c'est dramatique, mais je vais éviter cela à nos auditeurs. Mais on voit bien que ces gens sont tombés, blow.
avec ne serait-ce que l'effet de la scintillon avec le fait qu'il tombait. En Donc, 3 minutes. à votre question, est-ce qu'on sait? Je dis non. Et je réponds à une deuxième chose qui est claire, je l'assume et je le dis, on ne le sait pas parce qu'il n'y a eu aucune volonté des juges, de toute l'institution de la justice française en Martinique, à savoir exactement ce qui s'est passé. Et je donne 3 exemples pour terminer. Quand les premiers juges, le premier juge, enfin ils étaient 2, il y avait Cantinol et Forge. Cantinol va à Bogota, accompagné d'un expert, qui est Bellotti, qui aujourd'hui est mort, et deuxièmement du chef de la brigade territoriale aérienne, un gendarme. Ils vont à Bogota, ils demandent à aller à Medellín. Pourquoi? C'est là qu'il y a le siège de la Ouest, la fameuse compagnie. On le leur interdit. Ou plus exactement, ils acceptent de ne pas y aller sous prétexte qu'il y a des risques pour leur sécurité. Si bien que la justice française n'est jamais allée au siège de la Ouest de la compagnie pour vérifier l'état. Nous allons avoir, par exemple, une émission qui est passée sur M6, qui indique de manière claire que quand on allait sur place, ils sont arrivés là. On voyait que manifestement, il y avait un système de changement de pièces détachées qui tenait compte de un peu de tout et de rien. Et ça, on n'a pas eu de clarification dessus. Deuxièmement, on n'a jamais eu de clarification sur un point. Il faut savoir que la Ouest, cette compagnie d'aviation, avait été sanctionnée par la DGA de Colombie les 12 derniers mois de telle manière que son fonctionnement était erratique, que les conditions de travail des professionnels étaient extrêmement terribles. Si bien que l'avion, qui à un moment donné avait 6 avions, n'en avait plus qu'un. C'est celui-là. D'ailleurs, c'est simple, la Ouest a disparu après le crash, puisqu'il n'y avait plus d'avions. Et la troisième chose, on n'a jamais compris un point, qui est celui-là. La Ouest, et ceci peut expliquer beaucoup de choses, était financée, entre autres, par une société qu'on appelait Eliandes. Cette société était avec des capitaux de paramilitaires colombiens, très liés à un gars qui va devenir président après, qu'on appelle Uribe. Et manifestement, il semble acquis, pour moi en tout cas, j'en ai la profonde conviction, que la France, les juges se sont rendus compte que si on voulait savoir la vérité, il fallait rentrer dans la politique colombienne et demander des comptes. Et que jamais la diplomatie française n'allait prendre le risque d'affronter la Colombie sur cette question. D'autant plus qu'il y avait la Fabrice en cours aussi qui avait cours en même temps. Exact. Ingrid Betancourt qui était enfermée. Et on a eu la même problématique au Panama. Pourquoi au Panama? Parce que l'avion part du Panama, il ne part pas de Colombie. C'est une compagnie colombienne, mais il part du Panama où il va vers la Martinique. Et c'est grâce au Venezuela, donc il y a plusieurs pays. Il le crache au Venezuela, mais ce n'est pas sa destination malheureusement. Et le Panama, le problème qui s'est posé est la chose suivante. Dans quelles conditions l'avion qu'on nous dit surchargé avec un surcroît a été chargé? Donc ça impliquait des investigations. Manifestement, ça impliquait une société qu'on appelle Balboa, qui était chargée du handling. On n'a jamais eu d'explication, on n'a toujours eu aucun élément pour comprendre les conditions dans lesquelles on a remis au pilote le parcours de vol, qu'on a remis les documents météo, qu'on a chargé l'avion. Donc nous sommes dans l'opacité la plus totale. Donc il est absolument évident qu'on ne sait pas la vérité, qu'on nous a caché la vérité. Et qu'on ne saura jamais la vérité? Vous savez, je dis qu'on ne saura jamais. Vous savez, la nature humaine est faible, donc elle peut être, il y a des moments donnés, forte et qu'on joue qu'on ait la vérité. Mais en tout cas, la justice actuellement, on a à quel stade? Non-lieu devant le tribunal, non-lieu devant la cour d'appel, après un petit soupçon où à un moment donné, il y a 3 magistrats qui ont dit il y a quand même un problème, essayons de chercher. Mais ça a été verrouillé après de manière extraordinaire et de manière indigne par les 3 magistrats de l'époque de la Chambre de l'instruction de Fort-de-France. On a la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit j'ai pas d'éléments pour dire que ça se passe mal. Aujourd'hui, on est où? On est à Strasbourg. Strasbourg ne pourra répondre non pas sur ce qui s'est passé
dans l'avion, mais est-ce que vraiment la justice a permis aux victimes d'avoir accès à la vérité ? Je pense qu'on gagnera dessus, mais même si on a ça, ça ne va pas nous donner la vérité. Donc est-ce qu'on l'aura ? J'espère, mais ce n'est pas certain. Maître Constant, dans la même continuité de ce que vous évoquez, notamment des non-lieux, on sait que vous soutenez également d'autres causes, vous intervenez dans d'autres causes martinico-martiniquaises. Comme disait Madame Pélican tout à l'heure, et que beaucoup de Martiniquais qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce qu'on est sur une terre du non-lieu ? Non-lieu dans le chlordécone, non-lieu dans le crash du 16 août, peut-être qu'on ne verra jamais les réparations pour les victimes de l'esclavage. Est-ce que la Martinique est une terre de non-lieu, une terre de non-droit ? Je dis non-droit, oui. Je dis quand je le pense. L'institution judiciaire en Martinique, elle peut fonctionner normalement. Il y a des juges qui jugent. Vous avez un problème, quelqu'un vous doit de l'argent, vous avez un locataire, vous avez ça va fonctionner normalement. Mais s'il y a deux choses, les intérêts de l'État sont en jeu, et deuxièmement, les intérêts de la caste béquée sont en jeu, vous n'aurez pas de justice. Ça doit être très clair. Pour ces deux particularités, la justice ne peut pas rendre son office normalement. Donc pour ces deux cas, nous sommes dans une terre de non-droit, il n'y a pas de doute. Nous avons la chance d'avoir avec nous Grégory Tsélev, qui est donc pilote, jeune pilote. Ça fait combien de temps que tu es plus aussi jeune ? En compagnie, ça fait maintenant 11 ans. 11 ans. Voilà. Est-ce que c'est une affaire que tu as connue, qui t'a marqué profondément ? Alors, j'étais jeune, hein, j'avais 13 ans. J'ai eu l'écho de cet accident, en fait, à l'issue, 2 ou 3 jours après. Mais en soi, je n'ai pas eu de proches impactés dans cet accident. Et donc, non, je n'ai pas, pour ainsi dire, été impacté directement. Et malgré ça t'a donné envie d'être pilote ? Ça a toujours été ton rêve ? Oui, parce que je pense que quand on a un rêve, finalement, on le poursuit, quels que soient les risques, on y va, quoi. Et c'est un peu dans tous les domaines, c'est comme ça. Alors, le crash qu'on a connu en 2007 n'est pas le seul qu'on a connu, enfin, en tout cas, médiatiquement, qui est arrivé à nos oreilles. Il y a eu notamment celui qui a disparu en Asie, tu vas peut-être nous en parler, et celui du pilote, je ne sais pas si c'est allemand ou autrichien, qui s'est écrasé contre une montagne, il s'était suicidé. Est-ce que, du coup, tu as suivi ces affaires-là ? Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement ? Et surtout, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça ? Alors, si on commence par le début, la disparition du vol malaisien. Dessus, on a eu beaucoup de retours et de suppositions. Malheureusement, n'ayant jamais trouvé l'avion, de corps, ni même de boîte noire, on ne sait exactement pas du tout ce qui s'est passé sur ce vol-là. Cependant, un avion de cette envergure-là, c'est à peu près 300 tonnes. Il y a certaines choses que l'on peut retrouver ou que l'on ne peut ne pas retrouver. Je prends l'exemple du vol d'Air France. On a retrouvé quand même assez vite, et pourtant c'était en plein milieu de l'Atlantique. Voilà, du Rio-Paris. Voilà, on a quand même retrouvé, même si c'est une petite pièce, même si c'est un empennage, on a retrouvé quelque chose. Sur le Malaisian, on est toujours dans l'attente. Et c'est de là que sort effectivement le mystère sur ce vol-là. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement ? Totalement. En fait, à partir de l'accident de Germanwings, donc du pilote qui a décidé de se suicider en Europe, il y a eu des procédures qui se sont mises en place pour faire une évaluation psychologique des pilotes à chaque phase de leur formation ainsi que de leur entrée en compagnie et de leur évolution dans leur carrière. C'est quoi la chose la plus exigeante dans votre métier, la plus difficile ? Je dirais c'est le maintien de la compétence. Nous sommes surveillés et contrôlés tous les 6 mois minimum sur nos compétences et sur notre savoir-faire et ce qu'on connaît à proprement dire nos procédures ou pas. D'accord. Alors, on va revenir vers toi dans quelques instants et on va aussi donner la parole à Madame Félicité d'Argenton. Mais pour finir justement avec Maître Constant qui va devoir nous quitter dans quelques instants puisqu'il nous expliquait qu'il avait un rendez-vous juste après. J'ai d'autres questions et tout aussi pertinentes. Maître Constant, là, ça fait 20 ans. 20 ans de procédure. Le chlordécone, ça fait tout autant d'années. L'esclavage, n'en parlons pas. C'est long. Enfin, comment on fait justement pour pour accepter que des jugements prennent autant de temps? Vous avez des familles qui sont mortes de chagrin en attendant des procès. C'est horrible. Ah ça, je vous dis, dans le cas du crash, c'est encore pire, parce que dans le cas du chlordécone,
étant donné qu'on nie même l'existence du crime, on est dans la situation où le pouvoir, la justice refuse d'identifier les victimes et même d'estimer les victimes. On dépend d'un pays extrêmement développé, mais si vous demandez à tous les responsables combien de morts à cause du chlordécone, aucun ne peut vous répondre, soi-disant officiellement. Combien vont mourir, on ne sait pas. Dans le cas du crash, on sait, il y a 152 personnes qui sont mortes. C'est beaucoup de souffrance. Et des gens qui, par rapport à cette souffrance, se sont débattus, il n'y a pas d'autre terme, dans des situations les plus diverses. L'AFCA connaît cette situation et peut la décrire mieux que moi, mais très sincèrement, nous, avocats, on n'a pas de mots et on n'a pas de capacité à pouvoir dire à ces gens autre chose qu'on se bat pour obtenir la vérité. Et avec de plus en plus la conviction dans ce dossier, chaque année passant, parce que j'ai fait pratiquement toutes les commémorations, j'avais de moins en moins moi-même le sentiment que j'allais arriver à obtenir la vérité, parce que nous étions en face de montagnes, et après les montagnes, c'était les falaises, et c'était le refus manifestement de chercher la vérité. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante, c'est que ces gens se sont débattus comme ils pouvaient. Il y a des gens qui se sont réfugiés dans la procédure d'indemnisation. Il y a d'autres qui ont refusé la procédure d'indemnisation. Il y en a d'autres qui ont refusé tout, c'est-à-dire qui ne voulaient pas. On est frappé. Au début, il y a 800 environ familles, 800 personnes, qui se sont constituées dans la procédure. Au fur et à mesure, il y a des gens qui ont laissé tomber parce que à partir du moment donné où on est en face d'une opposition à la vérité, c'est pas tous les êtres humains qui ont la capacité de résister à cette violence, et donc ils peuvent baisser les bras. Le grand mérite de l'AFCA et de ses dirigeants actuels comme de ses dirigeants passés, c'est d'avoir emmené jusqu'au bout et de mener encore cette capacité de résistance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement douloureux. Moi, je suis en admiration de Mme Pélican et devant les responsables de l'AFCA, parce que moi, mon impact, il est profond, mais il n'a rien à voir avec ce qu'ils ont souffert et qu'ils souffrent encore. Mais ils se battent. Et la situation est telle que la résistance est telle de la société et de l'institution judiciaire, c'est de décourager les gens. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, avant de donner la parole à Mme Félicité, vous me dites qu'en réalité, l'institution, c'est vraiment décourager les gens en traînant les procédures, en fait. Ah oui, non, mais ça, c'est un des éléments. Hein, ça me paraît évident. Je vais vous donner un exemple. On a perdu 3 ans dans cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on fait une expertise dite de maintenance. C'est quoi ? Comment l'avion était entretenu. On obtient une très belle expertise. On nous dit que l'avion était le mieux entretenu possible au monde, et même qu'on a changé des pièces en octobre. L'avion est tombé en août. Hein. On écrit ça dans le rapport. Et quand on fouille, on voit la liste des pièces. Et on voit que la plupart des pièces, ce sont des pièces en espagnol. Donc on pose la question, où sont les pièces ? Grand dilemme. Deuxièmement, est-ce que l'expert lit l'espagnol ? On n'a toujours pas eu la réponse. Donc on demande la traduction des documents en français. Il a fallu qu'on se batte 2 ans devant la chambre de l'instruction pour obtenir une décision de traduire pour les victimes en français les documents. Et quand ils ont été traduits, il a fallu attendre 4 ans. C'est Mme Taubira, qui à cette époque-là était ministre, qui a fait débloquer spécialement une somme parce que la Cour d'appel de Fort-de-France disait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour faire traduire 30 000 pièces. Ça a pris donc 4 ans. Et quand ça arrivait, ils ont fait le non-lieu 2 mois après. Non, mais Maître Constant... Je vous jure que c'est vrai, c'est pas un truc que j'invente. Mais comment vous ne voulez pas que les gens soient révoltés quand vous voyez que, par exemple, dans le cadre du chlordécone... Mais je dis aux gens, révoltez-vous. Hein, dans le cadre du chlordécone, il y a des archives qui ont disparu au ministère de l'Agriculture. Oui. Il y a une volonté... Pour nous aussi, des pièces ont disparu. Mais vous ne voulez les pas... dossiers à l'aéroport. C'est normal que les gens soient en colère à un Mais moment. je pense qu'ils ont raison. Le chlordécone, c'est encore pire. Bon. Le chlordécone, quand j'ai, en tant qu'avocat, demandé à ce qu'on entende des ouvriers agricoles, il y en avait 12 qui étaient d'accord pour expliquer comment, jusqu'en 2004, on leur faisait tourner en brique. Mettre, parce que c'est une poudre le chlordécone. Donc ils prenaient dans les bacs et puis ils allaient au pied des bananiers pour mettre. Avec le vent qui partait, ça pouvait rentrer dans leur nez et s'en tuer. Bon,
qu'on a demandé qu'on entende ces gens, la justice a refusé. Hein. La justice a refusé qu'on les entende. Qu'on a demandé que des petits planteurs soient entendus pour qu'ils puissent confirmer que la SICA qui était présidée par M. Michel Ayotte interdisait aux gens d'avoir des subventions s'ils n'achetaient pas de chlordécone. On nous a refusé cela. Alors, juste avant avant de vous que monsieur me réponde, on va dire merci à monsieur Maître Constant. Et on va passer un sondage pendant ce temps, puisque j'ai posé la question et vous avez donc réagi dessus, madame Félicité. Donc, le sondage, c'était, est-ce que selon vous, le crash du 16 août est toujours un événement traumatisant? Vous pouvez y aller si vous voulez, monsieur Constant. Donc, est-ce que c'est un événement toujours traumatisant? Alors, les 2/3 des personnes interrogées pensent que oui, c'est encore un événement traumatisant, oui, toujours un événement traumatisant. Madame Félicité, est-ce que pour vous, comment vous faites perdurer le souvenir du crash du 16 août? Est-ce que pour vous, c'est important d'en parler ou pas du tout? Il faudrait l'oublier, voilà. Ah non, il faut... Bien devant les micros. Pour vous entendre. Oui, mais c'est un traumatisme qu'on ne peut pas oublier. On ne pourra jamais, tant qu'on n'a pas la vérité, et même si on a la vérité, lorsqu'on est victime d'injustice, lorsqu'on est victime d'une telle catastrophe, à cette échelle-là, on ne peut pas. On vit avec, on ne peut pas. Et ça vous rend malade. Hein. Moi, c'est mon cas. Et je peux vous dire que lorsque, dans certaines familles, arrivent les fêtes, par exemple, bientôt c'est Noël, vous voyez un petit peu comment ça va se passer, il y aura toujours quelqu'un qui va vous manquer. Si cette personne faisait partie des 152 disparus. Donc, vous avez les anniversaires. Vous avez des enfants qui sont nés après ça, il y a 20 ans. Vous en avez encore qui naissent et qui demandent « Où est papy? C'est qui était mon papy? C'est qui était ma mamie? » etc. Donc, vous voyez, il y a toujours un pic de douleur dans ces périodes-là. Donc, c'est toujours traumatisant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Et comment vous réagissez quand vous entendez parler d'autres crashs dans le monde entier? Eh bien, je peux vous dire que des fois, si c'est au moment des informations, je vous dis que je me déplace ou je ferme la télé. Je suis incapable de reprendre l'avion depuis 2013. Si j'ai pris l'avion en 2005. Mon dernier voyage, c'était en 2013. Mon fils qui est arrivé là, 2 jours avant l'annonce du crash, mon fils aîné, quand il est arrivé, il m'a fait une embolie pulmonaire quand il est reparti. Il était venu en vacances. J'ai dû partir, mais précipitamment. Mais j'étais une madeleine dans l'avion. Je n'ai pas pu. Tout le monde me regardait, mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Donc, depuis 2005, vous avez pris l'avion qu'une seule fois? J'ai pris l'avion en 2007 parce que mon fils a fait une embolie en revenant justement de cette période, des vacances. J'ai repris l'avion en 2010 parce que j'avais un appel pour aller pour des raisons médicales. En 2013, mon mari m'a dit non, il faut te soigner. Je me suis soignée. J'ai repris l'avion en famille pour aller à la neige. À chaque fois, vous avez je suis une barre de glace et je donne du travail à l'équipage pour pouvoir me réchauffer et tenir le coup. Je ne peux pas et je me suis soignée. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir médicalement, pour pouvoir reprendre l'avion parce que moi, j'ai mes 4 enfants sur 5 qui étaient là-bas. C'est impossible pour moi et moi, je ne veux pas me trouver dans un avion la nuit. Même quand je vois les gros cargos là qui arrivent de croisière, ça m'effraie. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, puis on a beaucoup de choses à dire. Je veux quand même ajouter, un traumatisme comme celui-là, je ne le savais pas, mais j'ai écrit un livre sur le crash et en faisant mes recherches, j'ai trouvé cette information qui m'est venue des chercheurs de l'Université de Genève. Un traumatisme comme celui-là reste inscrit dans l'ADN jusqu'à 4 générations. Ah oui. Donc, on ne peut pas demander aux gens du jour au lendemain d'oublier, d'effacer. Même si on vit tous les jours, il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire son chemin. Mais le traumatisme est là. Et parfois, un petit déclic, un petit rien, et ça revient. Et Madame Bélican, vous... Et autre chose, j'ai découvert cette semaine qu'il y a encore des maisons à Saint-Joseph. Je savais qu'il y en avait à Saint-Esprit. Il y avait au moins 5 maisons à Saint-Esprit qui sont fermées depuis le 16 août 2005. Il y a de la famille, mais la famille souffre trop pour pénétrer dans l'univers des disparus. Ça existe encore, aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il est important de dire ça parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui nous est arrivé.
Parce que je me rappelle, au 5e anniversaire du crash, nous faisions une marche entre la stèle François Mitterrand et le tribunal, et des gens nous ont dit, mais fini et puis ça, il y aura mort, il n'y a pas y virer, fini et puis ça. Donc, je crois que les gens ne comprennent pas vraiment l'impact qu'a eu cet événement-là sur chacun de nous. Voilà. Et je vais ajouter quelque chose. Il aurait fallu faire peut-être des statistiques pour savoir combien de personnes ont développé des maladies ou sont déjà mortes suite à ça. Parce que moi, je suis victime de ça et ma santé en a pris Oui, c'est vrai, parce que ceux qui restent aussi, c'est aussi encore plus difficile pour eux. Mais Madame Pélican, j'avais vu un documentaire dans lequel vous passiez effectivement, et vous parliez effectivement de choses qu'on ne savait pas. Donc, on a parlé effectivement avec Maître Constant. Mais concrètement, il y a quand même pas mal de zones d'ombre autour de cette affaire-là. Voilà, c'est lié à quoi? Il y a eu du narcotrafic dedans. Enfin, comment on peut expliquer ça? Pourquoi il y avait aussi peut-être des meurtres? Je crois qu'il y avait eu la secrétaire d'un des juges, ou je ne sais plus, qui a disparu. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet univers un peu sombre qui fait qu'il y a trop de mystères autour de ça? Oui, je crois que, comme disait Maître Constant tout à l'heure, à partir du moment où l'État français est impliqué, tout est fait pour être caché. Pour cacher, pour dissimuler la vérité. Parce qu'il y a une chose qui est toute simple. S'il ne fallait retenir, il y en a plusieurs, hein, mais s'il ne fallait retenir qu'un responsable dans cette affaire-là, ce serait la DGAC. Pourquoi? Parce que la DGAC a donné un droit de trafic à une compagnie colombienne, qui plus est de Medellín, sans jamais chercher à savoir quoi que ce soit. Or, cette compagnie avait déjà eu un crash quelques mois avant, en mars de l'année 2005, au moment même où la West Caribbean faisait, par le biais de son broker, faisait sa demande de trafic, eh ben, un avion, un ATR, s'écrasait à San Andrés, en Colombie. Un ATR de la West Caribbean. Et vous parliez de mort tout à l'heure. Alors, il y avait une association de pilotes colombiens, et le président de cette association montait au créneau régulièrement pour dire qu'on accorde trop de faveurs à la West Caribbean. C'est une compagnie qui ne respecte pas la réglementation aéronautique colombienne et que tôt ou tard, si on n'y prenait pas garde, un autre crash, parce qu'il y avait déjà eu un autre crash allait arriver et qui serait plus grave. Ben, ça n'a pas raté. Et d'ailleurs, il recevait tout le temps des menaces, ce monsieur-là, et on l'a menacé de mort et de guerre lasse. Il est parti à Miami et 2 jours après, sa secrétaire a été assassinée. Donc j'ai toute une histoire sur cette affaire-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, de choses un peu... Un juge aussi, on avait nommé un premier juge à Medellín. Il a reçu, nous a-t-on dit, des menaces de mort et il a démissionné. Il a démissionné. Donc, il y a trop de zones d'ombre et la justice en a rajouté. Par exemple, comment nous a-t-on expliqué le crash? Un avion trop lourd qui monte trop haut en ayant choisi la mauvaise route, en rencontrant des formations météo l'équipage met le dégivrage qui va prélever de l'air sur les moteurs, donc qui va affaiblir, diminuer la portance et l'avion va tomber. Des pilotes aux commandes qui ne savent pas gérer. Voilà comment on nous a expliqué le crash. Or, on est incapable de nous dire aujourd'hui encore si les pilotes avaient effectivement des cartes météo qui disaient qu'il y avait même, je crois, une formation cyclonique dans la zone. Donc, comment les accuser d'avoir choisi la mauvaise route si on ne peut pas affirmer qu'ils aient eu les bonnes cartes météo? Comment, alors, en 2018, nous avons obtenu qu'on fasse un complément d'expertise sur la masse de l'avion? Parce qu'on nous a dit, depuis le début, pendant 18 ans, on nous a dit que l'avion était trop lourd. Donc, on veut un complément d'expertise pour savoir si la masse a bien joué sur le décrochage de l'avion. Et c'est à ce moment-là qu'on nous fait je ne dirais même pas un complément d'expertise, mais une contre-expertise, et on nous dit que l'avion n'était pas trop lourd. Alors que pendant toutes ces années, donc ça crée encore plus de confusion, ça crée une nébuleuse encore plus épaisse
autour du crash. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'avion était trop lourd ou pas lourd. Et tous ces gens-là sont incapables, 20 ans après, presque 20 ans après, incapables de dire le poids de l'avion. Parce que quand l'avion est parti, il faut savoir que c'est un avion qui est resté 4 ans dans le désert de Mojave. Après, comment ça s'appelle déjà là? Les incidents de 2001 aux États-Unis. World Trade Center. Voilà, du Le 11 World Trade septembre. Center, voilà. Donc, il y a beaucoup d'avions qui ont été remisés, en fait, qui ont été mis dans ce désert-là. C'est une espèce de parking, De de cimetière, garage, ouais. de cimetière De cimetière d'avions. pour avion. Merci. Et donc, cet avion-là, il venait de là. On ne sait même pas comment il a été entreposé. Est-ce qu'on avait enlevé les moteurs? On ne sait pas. On ne sait rien du tout. Mais quand cet avion-là arrive à la West Caribbean en janvier 2005, la West possède encore 2 autres MD 82. Ça en fait 3 avec celui-là. Que fait la West? Et ça, c'est dans le dossier de maintenance qu'on nous a donné en anglais et en espagnol, qu'on a refusé de nous traduire. Et on a compris pourquoi. Bon, je comprends plus ou moins l'anglais et l'espagnol. Donc, on peut dire que quand l'avion est arrivé à la West, on venait chercher des pièces sur cet avion-là pour réparer les 2 autres. Et puis, à partir du mois de mars, cet avion-là était, à leurs yeux, plus apte à voler. Alors, régulièrement, ils allaient reprélever sur les 2 autres qui étaient devenus de vraies épaves. Et on voit dans ce dossier de maintenance que, par exemple, le lundi, ils prélevaient, je ne sais pas moi, n'importe quelle pièce, ils prélevaient, pas un réacteur, c'est trop gros, mais ils prélevaient Ils peuvent, hein. une pièce le lundi. Le mercredi, ils la rechangeaient, la pièce. Parce qu'en fait, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Donc, la pièce qu'ils ont prélevée, elle était sans doute déjà usée. 2 jours après, ils la rechangent encore. Il y a eu des incidents, il y a un code de queue qui est tombé. On ne sait pas pourquoi le code de queue est tombé. Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Merci pour vos éclairages, Madame Rosemary Pélican. Il y a aussi une théorie, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que vous n'avez pas effectivement de masse. Vous avez parlé aussi de Medellín, sans vraiment l'évoquer, qu'en fait, l'eau a été surchargée d'un poids inconnu, peut-être de substances, peut-être de cocaïne, puisqu'on parle de Medellín. Est-ce que c'est pour vous une théorie plausible ou pas plausible? L'avion était surchargé de choses qui devaient peut-être potentiellement arriver en Martinique pour pourquoi pas rejoindre l'Europe. C'est quelque chose qui pourrait justifier après les menaces de mort qu'ont reçues les gens là-bas en Colombie, ou pour vous c'est quelque chose qui est totalement farfelu? Vous savez, quand on ne vous dit pas la vérité, vous imaginez tout ce que vous voulez. C'est clair, c'est comme ça. La nature a horreur du vide. On n'a pas la vérité, donc on cherche, on fait toutes sortes d'analyses, voilà. C'est vrai que la West Caribbean était très liée au narcotrafic. Et là, nous pouvons le dire mieux que ceux qui ont fait l'enquête. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés à Medellín. Mais nous avons payé quelqu'un, un journaliste d'investigation, qui est lui allé à Medellín. Il est lui allé dans le garage qui tenait lieu de siège à la West Caribbean. Eh bien, c'était l'ancien hangar d'Uribe. Et tout ça Non, de Pablo Escobar. Et tout ça C'était est dans l'ancien le hangar de documentaire. Pablo. Oui, c'est dans le documentaire. Dans notre documentaire. Le hangar de l'avion était le hangar de Pablo Escobar. C'était l'ancien hangar de Pablo Escobar. Voilà. Il a bouclé. Maintenant, il y a à Fort-de-France M. Félix Jean-François, qui a régulièrement déchargé les avions venant du Panama. Il n'a pas mentionné avoir trouvé quoi que ce soit de cette nature-là. Mais une chose est certaine, on nous a dit d'abord que l'avion était trop lourd. Tout d'un coup, il ne serait pas trop lourd. Mais allez leur demander quelle était la masse de l'avion à vide. 20 ans après, personne ne sait. Encore aujourd'hui, personne ne sait. Encore aujourd'hui, personne ne sait. Sauf que nous avons là encore payé un expert qui nous a rendu une expertise qui explique tout cela. Mais il est resté sur les trottoirs de la cour d'appel de Fort-de-France.
les juges, les magistrats qui étaient là n'ont pas voulu Qui rentre. qu'il intervienne. Parce que ce qu'il disait, ce qu'il avait trouvé, ça dérange. On va revenir avec vous sur la question effectivement des statuts, etc., parce qu'il nous reste quelques minutes. Juste, on va donner la parole à Grégory Télèf. Est-ce que vous avez déjà eu des situations un peu difficiles ou inattendues en plein vol? Oui, ça arrive. Hein. C'est pas, je veux dire, en 10 ans, 11 ans de carrière, on peut avoir, que ce soit des problèmes météorologiques comme ils ont rencontrés, que ce soit des problèmes techniques. Maintenant, c'est, en tout cas, pour ce qui est des problèmes techniques, très très rare. Alors, tu l'as dit, tu étais très très jeune quand il y a eu le crash. 12 ans, c'est ça? J'avais 13 ans. 13 ans. Est-ce que tes parents ou ta famille ont peur pour toi, le fait que tu exerces ce métier-là? Comment tu te positionnes par rapport au fait que tu exerces un métier, on peut dire, dangereux? Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti le danger. Dès le début, j'ai toujours aimé voler, donc du coup, on ne le ressent pas immédiatement. Maintenant, dans ma famille, non plus. Peut-être ma mère, au début, a eu quelques appréhensions, on dira, mais ça lui est vite passé quand elle a commencé un petit peu à voler avec moi. Mais on peut pas, c'est un métier non plus qu'on ne peut pas réellement exercer si on a des appréhensions à ce niveau-là. Je vais vous dire, c'est comme quelqu'un qui chasse des serpents. S'il a peur des serpents, ça va être compliqué. Donc c'est pareil. Donc, on te souhaite effectivement de pouvoir avoir une belle carrière donc, dans l'aviation. Et on va terminer avec Madame Merci. Félicité et avec Madame Rosemary Pélican. J'aurais aimé savoir, Madame Félicité, est-ce que on en est où au niveau des monuments qui commémorent ces disparus? Il y en a combien en Martinique? Comment ça se passe? Ils sont dans quel état? Il nous reste 2 minutes. Alors, vous parlez des stèles, je suppose. Voilà, hein? des stèles. Voilà. Donc, il y a celle de Fort-de-France, mais la plus belle stèle, c'est celle de Saint-Joseph qui est en train magnifique. d'être rénovée actuellement. Et pour se recueillir, Hein? on va Il y a d'abord... celle de Basse-Pointe et il y a une aussi à Il y a une rivière pilote. Rivière-Pilote. Alors, au Lamentin, on peut parler d'une Non. stèle, mais c'est vraiment Non, c'est pas une rikiki. stèle, ça. Voilà. Et il y a une à... Je pense que c'est... À Ducos. À Ducos, voilà. Il y en a à Ducos. Sinon, on a des lieux de mémoire D'accord. dans les communes touchées. Et les gens se recueillent, les gens y vont le 16 août, généralement. Oui, alors nous avons la maire de Basse-Pointe, la commune de Basse-Pointe, qui chaque année, même avant qu'on... Et rivière pilote maintenant aussi, avec le nouveau maire. qu'on les invite, déjà font le nécessaire, hein, commémorent leurs disparus, ainsi que le maire de M. Bonnol à Rivière-Pilote. Justement, puisque vous parlez de ça, je trouve que s'il n'y avait pas l'AFCA, nos morts, nos disparus ne seraient pas commémorés. Et ça, c'est un grand regret que j'ai. Parce que je dis, comme pour la catastrophe de mai 1902, le deuxième événement, la deuxième catastrophe de la Martinique, c'est le crash du 16 août 2005 au Venezuela, avec 152 Martiniquais, que nos responsables locaux devraient prendre se saisir de ça. Se saisir de cela, hein, nos historiens et tout, parce que ça rentre dans l'histoire, ça. Parce que si c'est pas l'AFCA qui commémore, si c'est pas ces 2 ou 3 maires qui le font, nous sommes au regret de constater qu'on est seuls, quoi. Les gens oublient après 20 ans, ils Mais passent à y autre a chose. pas- Le Rio Paris, ce ne sont pas les familles qui font quoi que ce soit. Les familles sont invitées. Voilà, on devait être invités. Bon, il faut dire que c'est Air France existe toujours. Nous, la Ouest a disparu, mais même quand... Non, mais la Ouest n'était pas martiniquaise, c'est pas une la Ouest compagnie n'était pas française. là, oui, mais la compagnie quand même paye pour les commémorations, tout ça. Moi, je dis Mais, qu'au niveau local, la France, On aurait mais dit, on n'a pas un ministre qui vient, il n'y a rien. au niveau Même local, il y a des balais de ministres. comme mais c'est ils fait s'arrêtent pour pas le la 8 mai stèle. 1902, je pense qu'au niveau local, il aurait dû avoir la commémoration qui se met d'office en place pour nous le 16 août. Et non pas aux familles à chaque fois de quémander de l'aide Mais c'est vrai, ça aurait dû être à la collectivité, Mais bien peut-être sûr. d'organiser, Je ne sais pas à qui, structurer. monsieur, mais localement, il C'est devait vrai. avoir ça devait être fait comme ça se fait pour C'est vrai. pour ça devait être- oui, pour tout toutes à ces fait, catastrophes-là. tout à C'est vrai que c'est une bonne réflexion. c'est J'avais un- pas cette lecture-là, mais effectivement, c'est C'est vrai. un mémorial qu'il faudrait faire chaque année et nous devrions être invités, puisque nous menons le combat déjà de la Judiciaire, justice judiciaire. ouais, ben oui. Donc, on devrait quand même prendre cette charge-là, parce que D'accord. ça rentre dans l'histoire. C'est 152 Martiniquais qui ont disparu le 16 août 2005. Alors, le message est bien passé. J'espère effectivement que ça arrivera aux oreilles de ceux qui devraient entendre cette revendication. Et on va terminer, parce qu'il nous reste quelques secondes, sur la cagnotte, justement, Madame Rosemary Pélican. Une cagnotte, pourquoi faire et surtout après 20 ans?
Oui, justement. Alors, nous disions tout à l'heure que ce sont des procédures infiniment longues. C'est pas seulement pour le crash de la Ouest, mais en tout cas pour nous, ça va faire bientôt 20 ans. Et, et le nerf de la guerre, il n'est plus là parce que nous avons payé quand même plus de 300 000 euros de frais d'avocat et d'expertise judiciaire. Nous avons au début, c'est vrai, aidé les orphelins, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de quoi payer nos avocats. Nous sommes d'ailleurs en train de déménager 300 000 de notre euros. siège. C'est Ah, quand ben même oui. 20 ans. C'est quand même 20 ans des expertises. Vous devez déménager de votre siège. Ah On oui. doit déménager de notre siège parce qu'on n'a plus d'argent pour payer le loyer. Et pareil, la collectivité, il n'y a pas une collectivité qui pourrait vous accompagner. Nous- Pour moi, ce serait la Ben, base. je suis Nous allée, avons je suis fait des allée demandes. dans l'hémicycle là dire quelle était la situation de l'avocat. Tout le monde m'a écouté religieusement. Oui, on entend. Et puis, silence radio. Donc, on a compris le message. Hein. Donc, nous essayons Nous sommes en train d'impacter, mais nous ne savons toujours pas où nous allons. Silence radio, en tout cas, c'est ce qu'on ne souhaite pas justement pour cette affaire qui a donc 20 ans. Et oui, Et qui beaucoup- appartient à la et Martinique. qui appartient à la Martinique et à C'est l'histoire ça. de la Martinique. C'est l'objectif de Mise à Fait, de parler de ces histoires et de faire en sorte qu'elles puissent rester dans l'imaginaire collectif des Martiniquais et des Martiniquaises. L'objectif là, justement, c'est d'accompagner l'association AFCA au sein de cette cagnotte et aussi leur trouver un local pour que cette histoire ne tombe jamais dans l'oubli. L'oubli. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle histoire de Mise à Fait. Mise à fait.